Les profs ne travaillent pas assez, ils se plaignent alors qu'ils sont toujours en vacances, ou encore, les élèves sont de plus en plus violents, le niveau baisse à l'école française, sans parler du classique, les profs sont des absentéistes. Les idées reçues sur l'école française sont extrêmement répandues, parce que l'on y passe tous, et parce qu'on peut avoir un lien direct avec elle, notamment en tant que parents d'élèves, beaucoup d'entre nous se permettent d'avoir des avis très tranchés sur l'école, l'éducation nationale de manière générale, sans forcément bien connaître le sujet en profondeur. Pourtant, c'est un sujet d'intérêt public. L'éducation nationale est le premier budget de la nation. 12 millions d'élèves fréquentent cette école au quotidien et 1 200 000 personnes y travaillent. Bref, de par son rôle de formation des citoyens, l'école est un sujet de société incontournable et pourtant mal connu. Alors parce qu'elle en avait assez des clichés sur le sujet, parce qu'elle voulait analyser les idées reçues, la journaliste spécialiste de l'éducation, Louise Touret, a décidé d'enquêter sur cette thématique et d'en tirer un livre où elle reprend une par une ces phrases toutes faites qu'elle confronte aux faits. Nos idées reçues sur l'école sont-elles un mythe ou une réalité? Réponse tout de suite dans cette nouvelle émission pour Blast. Louise Touret, bonjour. Bonjour Salomé Saké. Alors vous êtes journaliste, productrice de l'émission Être et Savoir sur France Culture, vous êtes spécialiste des questions d'éducation et vous venez de publier En finir avec les idées fausses sur l'école aux éditions de l'Atelier. Alors avant qu'on aille plus loin, pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous spécialiser dans cette thématique de l'éducation et d'écrire un livre sur les idées reçues qu'on a sur l'éducation nationale? Alors il y a 15 ans entre les deux. D'abord sur l'éducation, c'est une proposition qui m'a été faite par ma chaîne, France Culture. C'était une thématique qui m'intéressait, mais je ne savais pas encore à quel point. En fait, je suis géographe de formation. J'avais déjà fait un mémoire sur la carte scolaire pour mon master. J'avais fait pas mal d'ateliers déjà dans des établissements. Donc, quand on m'a proposé, c'était un sujet avec lequel j'étais plutôt à l'aise, même si c'est très dur de démarrer en radio. Et de fil en aiguille, j'ai trouvé que c'était toujours intéressant et renouvelé, même si on a l'impression qu'il y a des questions qui reviennent, qui sont parfois des fausses questions et que c'est très répétitif. Il y a aussi des nouveaux acteurs, des nouvelles idées, des nouveaux livres qui relancent un peu tout le temps l'intérêt pour la question. Donc je m'en suis jamais lassée, mais vraiment. Et le livre, c'est pareil, c'est une commande. Genre j'ai aucun. Moi c'est honnête, c'est très honnête. J'ai pas d'idée, mais c'est vrai que je me suis sentie assez prête. Alors j'avais fait d'autres bouquins un peu sur l'éducation, sur le féminisme, mais pour ce livre, je me suis dit mais oui, c'est vrai, je suis la première à bondir quand j'entends répéter des trucs, alors dans le privé, mais aussi dans les médias, sur l'école, les écoles, les pédagogies alternatives, dont je dis pas forcément du mal, que l'école privée, c'est ce qu'on peut offrir de mieux à son enfant, etc. Je me suis dit mais moi, je connais quand même pas mal de chiffres, pas mal d'études sociologiques, économiques. Je reçois beaucoup de gens, oui, qui disent pas ça, qui disent même des choses tout à fait différentes. Et même si France Culture, c'est super pour les faire entendre, un livre en plus, c'est bien. En tout cas, c'est vraiment un sujet de société majeur. Et là où on sent que c'est un petit peu l'écueil dans lequel on peut tomber, c'est que c'est un sujet qu'on a l'impression de connaître. Parce qu'on passe tous par l'école, parce qu'on peut être parent d'élèves, parce qu'on a un contact avec l'école, et donc on a la sensation qu'on sait, en tout cas beaucoup de gens ont cette impression de connaître ce qui se passe à l'école, ce qui donne lieu à de très nombreux clichés qui sont extrêmement répandus. On va pas pouvoir tous les débunker parce que pour ça, il faut acheter le livre. Mais j'ai voulu revenir sur quelques-uns de ces sujets, sur cette thématique, encore une fois, de société. C'est-à-dire que, vous le rappelez au début du livre, c'est le premier budget de la nation, l'éducation nationale. C'est aussi 12 millions d'élèves, c'est 1 200 000 personnes qui y travaillent. Donc l'école est vraiment au cœur de notre société. On a besoin de la connaître, on a besoin de la comprendre pour pouvoir aussi, après, décider démocratiquement ce qu'on veut en faire. Et alors, j'aimerais commencer avec peut-être le cliché qui est le plus répandu sur l'école, ou plutôt les profs, c'est le fait que les profs ne travailleraient pas, que les profs seraient paresseux, qu'ils seraient souvent en vacances, voire carrément tout le temps absents. Alors c'est marrant parce que j'hésitais à commencer par ça, parce que je me dis, à force d'entendre les profs se récrier, se défendre aussi, tout le monde devrait le savoir. Il y a des études qui sont sorties. Des études sont sorties sur la question, mais des études de la Cour des comptes, qui chiffrent le temps de travail des profs à 44 heures par semaine, donc c'est quand même beaucoup. Alors évidemment, c'est
très relatif, ça dépend des enseignants. En fait, je crois qu'il y a quelque chose qu'on jalouse un peu parfois, surtout pour les profs du secondaire, c'est une certaine capacité à s'organiser comme on veut, puisqu'on a des heures de cours et puis des heures de préparation chez soi. On rappelle juste le nombre d'heures, c'est 24 heures de cours par semaine en primaire pour les élèves et pour les profs, du coup. Pour les profs, oui. Et 18 heures dans le secondaire, 15 heures pour le personnel agrégé. Et ça, il y a beaucoup de gens qui se disent « Ah bon, bah ça va, c'est tranquille ». Alors qu'en réalité, c'est évidemment les heures de cours et pas les heures de préparation et correction. Évidemment, un cours, ça se prépare. En plus, de plus en plus d'enseignants font des heures supplémentaires parce qu'on manque de profs. Donc, ça accentue aussi la charge de travail pour beaucoup d'enseignants. Ça peut multiplier les niveaux de classe. Et c'est très relatif. Alors, on peut toujours trouver des enseignants qui travaillent mal. Il y a plein de journalistes qui travaillent pas bien. Enfin, voilà, on en parle souvent. En fait, comme dans toutes les professions. Ça peut évidemment exister. Et mon propos n'est pas de dire que tous les profs sont parfaits. Cela étant, si c'était un boulot si cool, il y aurait beaucoup plus de candidats. Or, ce n'est pas le cas. Les mois de vacances d'été sont très, 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 très vite oubliés à la rentrée parce que c'est très fatigant. Ce sont des rentrées qui se préparent. Chaque enseignant a sa manière de s'organiser. Mais si c'est vraiment l'idéal, devenez prof. Moi, j'ai essayé, c'est très fatigant. Mais vous expliquez que vous avez été professeur contractuel pendant quelques mois, 5 mois, c'est ça ? 5 mois. Alors, ça ne suffit pas vraiment pour avoir une expérience totale de ce que c'est que l'enseignement, mais tellement pas du tout. Mais j'étais en REP+, avec des élèves dont le niveau était très contrasté. J'avais des très bons élèves, j'avais des élèves vraiment en difficulté de lecture. On voit combien c'est compliqué de prendre en charge des classes hétérogènes, et c'est bien de l'avoir vu. Moi, je trouve ça intéressant. Après, la réalité d'un collège rural, la réalité d'un collège bourgeois de centre-ville ou d'une banlieue chic ou d'une banlieue défavorisée va être totalement différente. Il y a aussi des territoires désindustrialisés où les problèmes scolaires, on n'en parle jamais, sont plus accentués que les autres, donc que dans d'autres territoires. Donc voilà, la réalité de l'école, elle est hyper multiple. Ça, je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, Salomé. En fait, on a une expérience de l'école déjà qui est un peu ancienne, puisque moi j'étais élève il y a vraiment longtemps. On a l'expérience de ces enfants, mais déjà on voit que quand on a plusieurs enfants, ils ne traversent pas du tout la scolarité de la même façon. On va rencontrer des enseignants assez différents. Et cette réalité qui est une véritable mosaïque, elle est difficile à appréhender. Cela dit, c'est aussi une école qui est l'école de la République, avec son collège unique, son lycée qui scolarise beaucoup d'enfants, pas tous, mais entre le professionnel, le technique et la voie générale, ça fait beaucoup de monde. Et c'est aussi un ciment en France de notre nation. Ça lui donne un rôle politique très important, voire lourd. C'est aussi ce qui fait que l'école est parfois un enjeu aussi dramatique. Vous soulignez dans le livre qu'on a tendance à mettre beaucoup de choses et beaucoup de responsabilités sur le dos de l'école, notamment de remédier à un petit peu tous les maux de la société. Selon vous, quel doit être le rôle de l'école française ? Je crois qu'il faut déjà se détendre. Il y a un premier rôle de l'école, et c'est une attente très forte. Ce sont des apprentissages qu'on va faire dans les jeunes années. Déjà, c'est apprendre à lire. Enfin, c'est pas nous, les parents, qui apprenons à lire aux enfants. Apprendre notre langue française, partager une culture commune. Et ça peut être aussi une culture scientifique, mathématique, faire du sport ensemble. Donc, tout ça, ces apprentissages, c'est très important. Le savoir. Ils passent par l'école. Ce sont des savoirs qu'on va acquérir et la capacité à apprendre par soi-même dans l'idéal. Donc ça, c'est un rôle très fort de l'école. En France, elle a ce rôle donc historique d'être un peu un creuset républicain. Faut pas non plus trop fantasmer. On ne s'y mélange pas tant que ça, on le sait. Elle reproduit beaucoup les inégalités. On va y revenir. C'est vraiment fondamental. Et ensuite, oui, sur ce rôle de l'école qui serait de régler des problèmes du type il y a un problème il y a un problème avec l'alimentation des Français, on s'alimente de plus en plus mal, de manière déséquilibrée. Il faut travailler l'équilibre alimentaire à l'école. Il faut passer le permis piéton à l'école. En fait, c'est des trucs qu'on fait vraiment. Hein. Et s'il y a un problème avec les inégalités de genre, il faut mettre des cours sur le sujet. En fait, on a l'impression qu'on rajoute à chaque fois à tous les problèmes qu'on pointe. C'est quelque chose une conclusion à laquelle on vient souvent dans les émissions de société à Blast. On va pointer un problème de société et Dieu sait qu'ils sont multiples. Et à chaque fois, on va se dire la solution, c'est quand même l'éducation. Et donc,
on en vient à l'école et à se dire qu'il faudrait rajouter de très très nombreux cours, de très nombreuses choses. Mais en fait, il ne faut pas voir l'école comme une institution isolée. Il ne faudrait pas qu'elle le soit. C'est-à-dire que si la société est traversée par la question des inégalités de genre, évidemment qu'à l'école, il va y avoir des évolutions sur la manière dont on traite les filles et les garçons. Alors, on peut en parler dans des cours. Moi, je crois aussi beaucoup à des actions du type réfléchissons à l'organisation des cours de récré. Est-ce que ce sont certains élèves, les garçons les plus forts, qui vont occuper tout le temps la moitié, voire les 3/4 de l'espace en jouant au foot, ou est-ce qu'on peut faire différemment? Ça, c'est une manière formidable de travailler sur une grande question qui traverse la société sans forcément l'introduire dans les programmes. Mais après, il y a plein de manières de travailler là-dessus. Quels sont les auteurs qu'on propose au bac? Vous voyez, c'est pas forcément alourdir, en fait. On peut aussi se dire que l'école doit appréhender certaines questions de société sans forcément dire aux profs « Allez, parlez-en, débrouillez-vous ». Oui, non, mais parce qu'en même temps, on peut comprendre, on peut vraiment comprendre cette logique qui consiste à dire on passe par l'éducation pour changer des problématiques de société qui nous font dysfonctionner. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à se dire on devrait mettre des cours de ça, des cours de ci, et qu'à la fin, ça met une responsabilité sur les épaules des professeurs qui est très grande. C'est marrant parce que c'est le même pays où on dit oui, le niveau baisse, les enfants comptent de moins en moins bien le niveau en mathématiques. On y reviendra aussi. Et en plus, on veut... donc on a une confiance dans le même temps infini dans les pouvoirs de l'école et de ce qu'elle peut transmettre aux enfants. Donc moi, je pense qu'il n'y a pas de sujets qui doivent rester en dehors de l'école, mais qu'en même temps, c'est trop facile de dire que c'est le travail de l'école si la société, dans son ensemble, ne partage pas ses préoccupations. Ça veut dire que c'est dans les fictions, c'est dans les médias, c'est dans oui, ça peut être dans plein d'autres endroits. Les discussions qu'on va avoir, l'éducation populaire, qui est un endroit tellement important et qui doit être davantage soutenu, etc. Donc l'école, en gros, oui, peut-être qu'elle peut faire beaucoup, mais pas toute seule. Donc pour vous, c'est avant tout le lieu de la transmission des savoirs? Non, alors, pardon, c'est bien que je puisse préciser. Et c'est aussi le lieu où on est avec les autres. Et donc c'est un lieu collectif, où on apprend collectivement. Ça a ses limites, mais c'est essentiel parce que ça nous permet, et peut-être que c'est le seul endroit où on va le faire, d'être mélangés dans un groupe. Alors peut-être qu'il n'est pas très hétérogène en termes de groupes socioprofessionnels, voilà. Mais pour les enfants, c'est important. C'est comme quand des gens disent oui, il faut revenir sur la mixité filles-garçons à l'école parce que les filles apprendraient mieux, et il y a des études là-dessus d'ailleurs. Mais non, en fait, le but de l'école, c'est aussi d'être ensemble. D'apprendre à faire société. C'est un apprentissage, mais c'est hyper important. Et c'est un apprentissage qui est, je pense, important pour les Français en particulier. Ça fait partie du programme de maternelle, le vivre ensemble. C'est respecter les autres, comprendre qu'on ne doit pas parler tout le temps, mais qu'on doit aussi pouvoir prendre la parole, etc. Et pour moi, c'est vraiment, vraiment quelque chose que j'attends aussi de l'école telle que je la souhaite, je la rêve et telle que je la rencontre aussi en vrai. Alors pour revenir sur ces clichés, ces fameux clichés qui ont, encore une fois, la vie dure, il y en a un qui a été véhiculé jusqu'au sommet de l'État, notamment par une ministre, la ministre Amélie Oudéa-Castéra, qui n'est plus en poste, mais qui avait eu cette déclaration qui avait fait polémique sur l'absentéisme des professeurs. Je vais vous raconter brièvement cette histoire, celle de notre aîné, Vincent. Vincent qui a commencé, comme sa maman, à l'école publique, à l'école littrée. Et puis la frustration de ses parents, mon mari et moi, qui avons vu des paquets d'heures qui n'étaient pas sérieusement remplacés. Et à un moment, on en a eu marre. Comme des centaines de milliers de familles qui, à un moment, ont fait un choix, d'aller chercher une solution différente. On habitait rue Stanislas. Scolariser nos enfants à Stanislas était un choix de proximité. Elle mise face au fait qu'elle avait mis ses enfants dans le privé. Elle dit oui, mais dans le public, les professeurs sont toujours absents. Est-ce que c'est une idée reçue ou une vérité malheureuse? Toujours absent, non. Trop absent, oui, car non remplacé. En fait, si, par exemple, des enseignantes tombent enceintes, on sait qu'il va y avoir un congé maternité, ce qui est un peu long. Parfois, elles ne sont pas remplacées parce qu'il n'y a pas suffisamment de remplaçants.
C'est inadmissible. Il y a eu des recours en Seine-Saint-Denis contre l'État au tribunal administratif pour des heures perdues. Donc des heures perdues, oui, il y en a. Il y en a aussi dans l'école privée, en fait, parce qu'eux aussi manquent d'enseignants. Après, peut-être pas à Stanislas, mais bien sûr que, en gros, toute l'école en France, qui compte aussi le privé, sous contrat, financé avec de l'argent public, manque d'enseignants, manque de remplaçants. C'est un vrai problème quand on est parent. Après, je suis pas sûre que dans la maternelle du 6e arrondissement, où devait être, parce qu'elle a dit de quelle école il s'agissait, en fait, Amélie Oudéa-Castéra, c'est intéressant, il faut aller se balader dans ce coin-là. Rue Linné, c'est un quartier assez chic, et peut-être qu'à Paris, en plus, à l'époque où sont nés ses enfants, il y avait quand même moins de problèmes de remplacement qu'ailleurs, et je pense qu'on aurait trouvé des solutions, et que c'était... Ça avait été démenti, de toute façon, ce qu'elle avait dit en après, plus, c'est pas très cool. Non, mais il faut jamais dire le nom de l'école, mais c'est évidemment horrible comme ça de pointer du doigt une école et voir une enseignante dont on peut retrouver le nom. Mais c'est évidemment pas pour ça qu'elle a mis ses enfants à l'école privée. Évidemment pas pour ça. Dans le livre, vous donnez plusieurs chiffres à chaque fois. À chaque idée reçue, il y a les études sur le sujet que vous avez trouvées. Et il y en a une qui explique que dans l'éducation nationale, il y a 2,6% des enseignants absents qui le sont au moins une fois par semaine, ce qui est moins que les salariés du secteur privé qui, eux, sont à 3,8%. Donc, en réalité, il y a plus d'absents dans le secteur privé sur le long terme que d'absents dans l'éducation nationale. Oui, ça semble une telle évidence, mais c'est bien de le rappeler. Ouais. En fait, les chiffres sont pas si cruels que ça pour l'école. Après, une absence d'enseignant, ça se voit plus. Donc, et puis, ça a des répercussions. Voilà, pour les élèves. Donc, on va pas dire que non plus, c'est pas un problème, mais la question du remplacement et d'avoir aussi des viviers de professeurs disponibles, mais comme on n'a déjà pas de professeurs à mettre devant les classes en quantité suffisante, ça me paraît un peu lointain, mais c'est vraiment, ça doit être un objectif. C'est crucial, parce que quand un prof est absent, il faut pouvoir le remplacer. Passons aux élèves, parce que là, on parlait des professeurs, donc si on revient un petit peu sur ces deux grandes idées reçues qui sont, encore une fois, pas les seules que vous traitez, en fait, les professeurs sont pas plus absents que les autres, loin de là. C'est vraiment qu'on a des problèmes de remplacement, et en réalité, ils travaillent beaucoup plus que 18 heures par semaine. C'est des métiers où, effectivement, ils déclarent 43 à 44 heures par semaine, ce qui est quand même plus que la plupart des cadres dans le privé. Est-ce que là encore, vous vous rappelez ? Oui, je me rappelle tout à fait de ces chiffres, mais les 18 heures par semaine, en plus, 18 heures devant des classes, c'est éreintant. C'est très, très fatigant d'être devant une classe. Alors, si on va sur les idées reçues sur les élèves, encore une fois, on ne peut pas toutes les citer, mais c'est une de celles qu'on a le plus entendues et qui a justifié aussi des réformes par la suite, c'est l'idée que le niveau baisse, que les élèves sont moins cultivés qu'avant, qu'ils sont moins compétents, qu'ils apprennent moins vite, moins bien. Et donc, pour dire ça, souvent, on se base, en tout cas récemment, sur ce classement PISA qui est paru en 2023 et qui montre que la moyenne de la France en culture mathématique, qui était restée stable entre 2006 et 2018, a baissé de 21 points, qu'elle est donc la plus basse jamais mesurée depuis 2000, et que le score des adolescents en compréhension de l'écrit a lui perdu 19 points depuis 2018, tandis qu'il est resté stable en sciences. Alors, quand on lit ça, en effet, on se dit, d'accord, ce cliché est quand même vérifié. Vous vous dites que c'est plus compliqué que ça. Alors, c'est plus compliqué parce que déjà, le niveau baisse de manière relative. Sur la dernière étude PISA, il y a beaucoup de pays dont le niveau baisse à cause du Covid. Oui, c'est un classement global. Enfin, c'est un phénomène mondial. Et des peu de pays qui montent. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que masque, en fait, cette espèce de discours qui revient tout le temps. Parce que moi aussi, le niveau baissait quand j'étais élève, donc dans les années 90. Et finalement, à l'époque, pas tant que ça. En vrai, il était plutôt en train de monter. Mais bien sûr que si on voit des chiffres tels que ceux-là, il faut s'inquiéter. Si ça sert juste à dire que les adolescents sont débiles, ça m'intéresse pas. En gros, moi, ce que je constate, c'est que les adolescents, et j'en rencontre vraiment beaucoup, sont plutôt cultivés. Il y a un problème à l'écrit. Alors, s'il y a un problème à l'écrit, et pas forcément chez tous les élèves, et pas forcément au même niveau, il faut se demander
ce que devient, il faut se demander ce que devient la culture écrite aujourd'hui, comment on écrit différemment, où on en est de... Alors, l'orthographe, pour moi, c'est pas le plus gros sujet, mais c'est aussi la syntaxe, comment on construit nos phrases, à quel niveau de langage on est exposé quand on est enfant, et c'est pas seulement les écrans, les écrans, les téléphones, à la télévision, pas que des gens qui s'expriment super bien. Et même nous, on a un niveau de langage hyper relâché. Je vous invite, Salomé, à écouter les archives de France Culture. On tombe dans les pommes. Bref, et je fais plus de fautes d'orthographe que mes parents. Après, donc, qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qu'il faut faire monter? Et donc, qu'est-ce qu'on prend comme décision, effectivement, politique, pour venir à bout de ces questions de niveau? C'est renforcer les petites classes, avoir un encadrement un peu plus décent, avec moins d'élèves par classe et des enseignants qui savent traiter les difficultés. Alors, par exemple, Jean-Michel Blanquer, il a décidé de faire le CP à 12. Alors, c'est pas 12 partout, c'est dans l'éducation prioritaire. Ça donne des résultats qui sont intéressants, mais pas si fous. En même temps, cette réforme, elle a fait qu'on a supprimé des maîtres spécialisés pour traiter la difficulté. C'était aussi une bonne piste. Peut-être qu'il faudrait y revenir. En tout cas, l'idée de mettre moins d'enfants par classe paraît... Oui, ça c'est quelque logique. chose qui est rentable. Et des économistes ont travaillé sur la question. Piketty a écrit des choses là-dessus, par exemple, en regardant plein d'études. Hein. Mais oui, ça c'est rentable. Après, il faut aussi avoir des enseignants qui s'intéressent aux élèves en difficulté et qui sont capables, c'est-à-dire suffisamment bien formés. La formation, c'est un point hyper faible de notre système scolaire. Donc des enseignants bien formés à traiter l'hétérogénéité des classes, à savoir faire monter le niveau des plus faibles tout en faisant que les autres travaillent toujours. C'est ça l'enjeu du niveau qui baisse. C'est la formation des enseignants. Qu'est-ce qu'on a fait pour la formation des enseignants? Est-ce qu'on a fait suffisamment? Alors bien sûr, il y a des choses qui sont faites, mais rapport après rapport de l'OCDE, on dit la formation des profs, c'est vraiment faible en France, surtout la formation continue. Et puis là, de plus en plus, on demande de moins en moins de diplômes à cause des problématiques de recrutement qu'on connaît chaque année aussi. C'est-à-dire que oui, ce sont des professeurs contractuels, donc moins diplômés, surtout moins formés, même si maintenant on cherche à les former parce qu'il faut qu'on trouve des solutions et que ça crée d'ailleurs plein de difficultés dans les académies parce que qui va être muté où, ce seront des problèmes très importants pour les personnels. Mais en gros, il faut qu'on forme les enseignants et qu'on les forme aussi, c'est-à-dire dans leur discipline, mais qu'on les forme aussi à traiter ces difficultés et qui ne se retrouvent pas forcément seuls à les traiter, que la solution, ce ne soit pas d'envoyer un enfant chez l'orthophoniste pour qu'il y a 2 ans d'attente. Le cliché contre lequel vous luttez, c'est celui qui consisterait à dire que les adolescents et les jeunes enfants sont plus bêtes qu'avant et seraient un peu ce qui est assez répandu, qui voudraient moins apprendre, qui seraient moins curieux, alors qu'en réalité, ce dont on a besoin, c'est quand même avant tout de plus d'enseignants et des enseignants mieux formés et un cadre. Et d'une société qui soutient son école. Et d'éducation populaire, où par exemple, on a des associations, parce que l'éducation populaire a été extrêmement définancée dans notre pays. Donc, s'il n'y a pas d'association dans les quartiers pour faire les petites sorties, cinéma, aller dans la ville d'à côté, aller voir une petite expo, même aller à la piscine, faire beaucoup de choses avec les enfants qui leur ouvrent beaucoup l'esprit et qui... ça fonctionne pas tout seul, les apprentissages scolaires. C'est bien ça qui fait la réussite des enfants de classe favorisée. Oui, donc c'est l'alliance d'un capital culturel avec la formation qu'ils vont recevoir à l'école. Mais oui. Et donc, comment on travaille le capital culturel de tout le monde le capital culturel de tout le monde, ça fait un peu bizarre, mais en gros... le projet, il devrait être aussi là, et le niveau, il remontera aussi comme ça. Et moi, je voudrais que les enfants aient tous accès à des bibliothèques et des livres dans leur école pour que lire, par exemple, ça ait du sens. Et ça peut aussi les faire progresser en français avec un apprentissage, évidemment, rigoureux. Moi, c'est ce que j'attends en tant que parent de l'école et des difficultés qui sont traitées quand elles arrivent. Un autre cliché qu'on a toujours sur ces élèves et qui a fait la une de l'actualité à plusieurs reprises, c'est l'idée que les élèves seraient plus violents qu'avant.
qui respecteraient moins l'autorité. On s'appuie notamment sur des faits, il y en a eu plusieurs, des faits divers d'élèves qui ont été violents vis-à-vis de leurs professeurs. C'est parfois allé très très loin. Les professeurs, pour beaucoup, ont déjà exprimé quand même le besoin de soutien face à ça, l'insécurité dans laquelle certains pouvaient se trouver. Est-ce que c'est un cliché, cette idée que les élèves sont plus violents qu'avant, ou est-ce que c'est une réalité ? C'est hyper difficile à quantifier. Ce qui est sûr, c'est qu'avant, les élèves étaient violents. Et que des violences dans les établissements, il y en a eu. Vous en recensez, vous, dans le livre ? Plein, mais on retrouve dans les archives de la presse. Alors, c'est l'historien Claude Lelièvre qui a beaucoup écrit là-dessus. Des histoires d'élèves qui arrivent avec des tournevis pour se battre dans les cours des CES, c'est un ancien nom des collèges, des professeurs agressés. Alors, je dis pas qu'il faut relativiser, parce que c'est inadmissible que des professeurs soient agressés. Et je trouve pas du tout que ça ne rend pas moins grave. Il faille rester comme ça, les bras ballants, hein. Mais qui est une violence des adolescents et des jeunes garçons. En fait, c'est immémoriel. C'est comme ça qu'on élève un peu aussi les hommes dans notre oui, parce que c'est souvent des jeunes hommes. Oui, la violence, alors ça peut arriver chez les filles, mais ce qui est marrant, c'est que si on s'intéresse, par exemple, à la littérature, au cinéma, des histoires de violence dans l'école ou de jeux, on en a plein. Enfin, la guerre des boutons, c'est hyper violent. En plus, c'est une époque où les enfants se font taper dessus. Donc, il ne faut pas tout le temps être dans un discours hyper affolant en disant « c'est complètement inédit, c'est horrible, tout se perd ». D'abord, ça crée un sentiment de panique réel. Aussi, chez les enseignants ou chez les parents d'élèves ? Chez les enseignants. Après, les enseignants, ils doivent se sentir quand même épaulés et soutenus par leur hiérarchie. Et ce qu'ils dénoncent, c'est qu'ils ne se sentent pas épaulés et soutenus. Donc ça, c'est vraiment une révolution culturelle qui doit se faire à l'école. Je crois que ça dépend complètement des établissements. Le mouvement Pas de vague a aidé aussi à une prise de conscience. Il ne faut pas laisser les enseignants se faire mal parler. Enfin, jamais on devrait admettre ça. Après, vous dites que ça n'arrive pas forcément plus qu'avant, quoi. Après, il y a aussi... ça dépend de quel avant on parle. Mais par exemple, le lycée. Le lycée, il s'est énormément transformé, puisque dans les années 80, beaucoup moins d'élèves allaient au lycée. Donc, il y avait une sélection sociale forte. La composition sociale du lycée n'est plus forcément la même. C'est pas forcément les mêmes rapports, parce qu'il y a aussi une dimension de classe. La violence, elle n'est pas perçue pareil partout. C'est pas la violence dont on parle en général dans les médias. C'est pas la violence du centre de Paris. Après, parce que je voudrais quand même qu'on dise un mot là-dessus, il y a quelque chose qui est compliqué pour les enseignants à gérer quand ça arrive. Ce sont les remises en cause de la laïcité. Alors, on a évidemment tous en tête Samuel Paty, mais quand ça arrive dans la banalité, là, il y a une affaire dans l'Essonne, il y a quelques mois, de commentaires sur un tableau. La prof montre un tableau où il y a un nu, ça s'emballe. Ça fait hyper peur. Donc, je ne sais pas si c'est à classer dans la violence, mais c'est à classer dans vraiment des faits qui doivent nous alerter collectivement sur la manière dont on peut répondre. En gros, on ne peut pas relativiser de toute façon la question des violences. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est complètement nouvelle. Et le dernier truc que je voudrais dire, c'est attention à ne pas créer une espèce de case, genre des enfants de milieu populaire qui seraient tous violents, qui seraient un peu des ennemis de l'école, mais à l'intérieur de l'école. Parce que je trouve que cette idée, elle fait un peu son chemin dans certaines têtes et que ce sont déjà des enfants qui n'ont pas forcément la même qualité d'établissement, une des grandes mobilisations en Seine-Saint-Denis pour avoir des locaux décents, suffisamment d'enseignants, suffisamment d'accompagnement. Voilà, c'est un continuum. Après, ça excuse aucune violence, je le redis. Je suis derrière tous les profs qui ont l'impression de subir de la violence, et je pense que c'est un progrès pour l'école que de moins encore l'accepter et de plus la dénoncer. Sur cette question de la violence, j'aimerais juste terminer en lisant un passage de votre livre sur notamment cette thématique, où vous donnez des chiffres tout simplement, où vous expliquez qu'au cours de l'année scolaire 2022-2023, les chefs d'établissement du second degré des secteurs publics et privés sous contrat ont déclaré en moyenne 13,7 incidents graves pour 1000 élèves. Dans les écoles publiques, les incidents sont moins fréquents. Alors ça, c'est
ça va peut-être à l'encontre, encore une fois, des idées reçues on va y venir sur les écoles publiques privées. Au cours de l'année scolaire 2022-2023, les inspecteurs de l'éducation nationale ont déclaré 4,6 incidents graves pour 1000 écoliers. Aucun incident grave n'est déclaré pour 8 écoles publiques sur 10 et dans un établissement du second degré sur 3. La violence en milieu scolaire se manifeste principalement par des atteintes verbales aux personnes, vous l'avez évoqué. Dans les écoles publiques, les écoliers sont impliqués comme auteurs dans 61% des incidents graves déclarés par les IEN et les familles dans 30% des cas. Donc ça, c'est aussi, on parle beaucoup de la violence des élèves, mais il y a aussi cette violence de la famille. Dans le second degré, les collégiens et lycéens sont impliqués dans 93% des incidents graves déclarés par les chefs d'établissement. En fait, moi, ce qui me gêne avec le débat sur la violence, c'est que ça donne l'idée que tous les établissements, et particulièrement les établissements populaires, seraient gangrénés par une violence endémique et que tout s'y passerait mal. Alors, ça existe, mais c'est pas tous les établissements. D'ailleurs, moi, le collège où j'ai travaillé, qui était quand même REP+, avec une composition sociale vraiment qui regroupait beaucoup d'enfants de milieux très très populaires, c'était pas un établissement violent. Il y avait suffisamment de surveillants. Il y avait, parce que c'est ça, c'est le nombre d'adultes. La hiérarchie principal adjoint, principal réagissait très vite et on avait l'impression d'être soutenu. Donc, ça dépend aussi de la manière dont on arrive à avoir un nombre d'adultes suffisant pour faire pour encadrer ça. Oui. Voilà. Et que, en fait, empêcher aussi l'émergence de la violence, quoi. Ça marche aussi comme ça. Autre idée reçue qui rejoint, en fait, finalement, celle-ci, d'une certaine manière, c'est cette idée qu'il y aurait une partie de la jeunesse qui serait vraiment, alors, soit complètement à feu et à sang, soit qui ne respecterait plus l'autorité, qui a des problèmes de cohésion, il y a un problème d'ordre. C'est quand même des idées qui reviennent beaucoup. Et l'une des grandes mesures qui a été portée par le dernier gouvernement, c'était quand même l'idée qu'il fallait redonner les uniformes aux élèves, remettre l'uniforme à l'école. Pas remettre, Salomé. Oui, pardon. On n'a jamais eu. J'avoue. Non, mais c'est drôle. C'est écrit. Mais c'est trop marrant. En fait, on a tellement cette idée. C'est ça, et c'est pas mal qu'on en parle ensemble, parce qu'en vrai, ce sont des formules. Mais c'est vrai que moi-même, je l'ai intégré, alors que je le sais très bien qu'il n'y a pas été. On le redit nous-mêmes, mais c'est fou. C'est-à-dire que c'est du brainwashing. On croit qu'on a eu des uniformes. Et lesquels d'ailleurs ? Et on n'en a jamais eu. À l'école française, ni non, mais moi, c'est vrai que c'est ni très vous, intéressant. Alors que j'ai lu le livre et tout, je fourche. Donc justement, il est en train d'être expérimenté, cet uniforme qui existe dans d'autres pays. Et alors là, vous expliquez que c'est vraiment une obsession politique et que ça n'a pas du tout l'impact qu'on nous vend que ça va avoir. Et que, en s'appuyant sur toutes les études qui existent sur le sujet que vous citez, vous dites que ça ne permet pas d'éviter le harcèlement, ça ne rend pas les systèmes scolaires plus égalitaires, ça ne gomme pas non plus les différences sociales en dépit vraiment de tout ce qu'on a pu nous dire sur le sujet, ça n'améliore pas les résultats scolaires non plus. Alors, quel est l'intérêt de cet uniforme, en fait ? C'est la question qu'on se pose à la fin de ce chapitre. Aucun. Après, il doit y avoir un bénéfice politique à tirer de la promotion de l'uniforme, parce que c'est la continuation d'un discours qui est celui de... on va encadrer les jeunes, on va mater un peu la jeunesse, et puis il faut que nous, les adultes, on exprime une forme d'autorité, donc qui irait jusque dans le choix du vêtement. Mais ça se base sur aucune littérature en sciences sociales, c'est vraiment important. Alors qu'il y a des études sur le sujet. Zéro. En fait, dans certains pays, il y a des uniformes, c'est une tradition. Bon, voilà, très bien, ils le gardent ou pas, ça peut être plus simple ou plus compliqué pour s'habiller le matin. Moi, c'est les élèves qui m'ont dit des trucs les plus marrants sur les uniformes quand on a fait des débats là-dessus. Quand je rencontre des classes et qu'on fait des débats radio, c'est de dire mais ça convient pas à tous les corps. Et il y a des parents qui me disent oui, c'est plus simple de s'habiller le matin, mais en fait non. En fait, pour des filles, ça peut être très désagréable d'être plutôt en jupe ou plutôt en pantalon d'ailleurs, d'avoir quelque chose qui serre, qui est trop court, trop long, etc. Donc moi, la tenue unique, ça me plaît pas. Déjà moi, ça ne me plaît pas parce que je déteste l'idée que on oblige au-delà de ce que la vie en communauté exige.
Et puis, ça sert à rien, c'est pas notre tradition. Je vois pas pourquoi on inventerait des choses, d'ailleurs, copier sur quoi. Non, mais surtout cette idée, parce que c'est vraiment l'argumentaire qui était mobilisé, auquel même moi j'ai pu être perméable. C'est-à-dire de me dire, c'est vrai que ça peut permettre plus d'homogénéité sociale que de permettre aux élèves de pas avoir de signes distinctifs. Et vous, ce que vous dites, c'est que c'est vraiment dans les endroits où ça existe, on a documenté ça. En fait, les élèves trouvent d'autres moyens de s'exclure, d'autres moyens de se distinguer socialement. Et ça passe par autre chose, ça passe par des détails. De petits bracelets, d'une marque de sac. Enfin, les adolescents sont hyper forts pour ça. Donc évidemment, on peut leur faire confiance. C'est une idée reçue. Là, on est vraiment sur la pure idée reçue. La distinction, c'est une passion. Et les adolescents sont encore plus que nous, peut-être, enclins à chercher des petites différences, mais aussi s'habiller tous pareil, parce qu'on sait bien que... Voilà, il y a aussi une forme d'adhésion grégaire à des styles, des modes, et que moi j'ai tout le temps l'impression de voir mon fils dans la rue, puis en fait c'est pas lui, c'est un autre. Ils ont la même coupe de cheveux et les mêmes fringues, mais en tout cas pour l'uniforme, moi je trouve que c'est vraiment l'obsession d'obliger les gamins à faire quelque chose pour un bénéfice zéro, mais une dépense importante. Oui, parce que ça coûte cher, c'est 1 000 € par élève, c'est ça. Et oui, et ça dépend de l'uniforme, mais pour certaines villes c'est un gros investissement. Alors que les classes, parfois, ne sont pas chauffées l'hiver, que ce sont des passoires thermiques, qu'on a des problèmes avec, on l'a vu, le Covid, le renouvellement de l'air, enfin, plein de problèmes matériels qui coûteraient de l'argent et qui mériteraient d'être réglés. J'aimerais qu'on revienne sur une autre idée reçue. Là, c'est cette fois-ci en termes de choix de scolarité, on a commencé à l'évoquer. C'est la différence entre les écoles privées et les écoles publiques. Il se trouve que les écoles privées connaissent un succès croissant en France. On se dit que c'est plus sérieux, qu'on est mieux encadré, qu'il y a un enseignement de meilleure qualité et qu'en tout, à la fin, il y a un meilleur niveau. Et alors vous commencez par dire déjà, il ne faudrait pas parler d'école privée. On devrait parler d'écoles subventionnées ou parapubliques, parce que l'école privée est subventionnée à 75% par des impôts, donc de l'argent public, et ça on a tendance à l'oublier. Et vous rappelez même que l'école privée sous contrat, à la fin, elle est davantage subventionnée en pourcentage que le musée du Louvre, ce qui montre bien quand même le poids que ça a. Et ce que vous soulignez, c'est qu'il y a vraiment cette homogénéité sociale qu'on retrouve de moins en moins dans les écoles privées, qui sont de plus en plus fréquentées par des classes sociales aisées. Donc, selon une note de l'Éducation nationale de juillet 2023, la proportion d'élèves très favorisés en 1989 était supérieure de 11 points en 6e dans les collèges privés par rapport au public. Donc, il y avait quand même une homogénéité sociale de ce côté-là, déjà à l'époque. Mais alors aujourd'hui, elle est supérieure de 20 points, avec une accélération considérable depuis les années 2010. Mais alors, qu'est-ce qui fait le succès de ces écoles privées ? Est-ce que c'est vrai, ces clichés qu'on a sur l'école privée ? Alors, c'est faux. La réussite dans le privé dépend surtout de l'origine sociale des élèves. En fait, la réussite, ça dépend beaucoup de l'origine sociale en France. Donc, si on est soi-même très diplômé et qu'on a du temps pour s'occuper de son enfant, ça va rien changer pour lui d'être dans le privé ou dans le public. Après, on peut avoir 1001 raisons de choisir telle ou telle école, mais si c'est pour la réussite scolaire, c'est pas ça. Pourquoi les écoles privées ont de plus en plus de succès, mais surtout auprès des CSP+, en fait, auprès des gens favorisés, c'est parce qu'il y a quand même quelque chose qui a terriblement augmenté, c'est la compétition scolaire. On a aujourd'hui une jeunesse qui est plus diplômée qu'il y a 10, 15, 20 ans. Et en fait, c'est pareil pour toutes les générations. On est de plus en plus diplômés. Donc, il y a une forme de démonétisation perçue des diplômes. Ça veut pas dire que ça vaut pas le coup de passer des diplômes. Ça protège quand même beaucoup du chômage. Mais évidemment, par exemple, une licence d'aujourd'hui, c'est pas une licence comme pour ma maman dans les années 60. Donc, voilà, ça donne aussi à la scolarité une importance croissante pour les familles. Il faut absolument réussir le mieux possible, aller le plus loin possible, faire les écoles les plus prestigieuses, je veux dire, post-bac. Donc, pour les gens qui se lancent dans cette compétition. Donc là, on se dit, il faut mettre toutes les chances de notre côté. Donc, on va payer. Dans le doute, allons vers ce qui propose le travail qui paraît le plus sérieux. Alors, parfois, il y a plus d'études accompagnées, des choses comme ça. Et puis, des pourcentages au bac. Des pourcentages de mention, par exemple, qui sont très élevés dans le privé. Comment fait le privé ? Eux, ils répartissent leur enveloppe de manière à privilégier le lycée. C'est-à-dire qu'on leur donne de l'argent, et on leur en donne pas mal. Ça dépend aussi des régions, mais il y a 19 régions sur 23 qui surfinancent le lycée privé par rapport au public. C'est une étude qui vient de sortir par mes comptes.
L'étude a été faite par mes confrères de France Info, elle est très intéressante. Et donc, on favorise, par exemple, le lycée avec moins d'élèves par classe, alors que les classes du collège sont un peu plus chargées. Mais le lycée, c'est la vitrine. Et c'est là où on va pouvoir dire « Ah, ben, on a 80% de mentions. » Mais oui, bien sûr, ils ont des mentions parce qu'ils ont exclu les élèves qui étaient problématiques, qui vont retourner dans le public. Ils ont des élèves à qui ils offrent des classes moins chargées, plus de cours au lycée en particulier, pour pouvoir présenter ces chiffres-là. Moi, franchement, je préfère une école où on va dire on s'adapte un peu à tous les élèves et si on n'a pas 100% au bac, on aura essayé de faire passer le bac à ces élèves. Et les mentions qui auront été obtenues, les mentions qui devraient être obtenues, elles le seront. Parce que au lycée en France, après ça dépend toujours des établissements, il y a tellement de réalités différentes, mais c'est pas moins bien dans le public. Vous citez une école, vous citez une étude où vous rappelez que si on prend en compte l'origine sociale, il n'y a pas... Mais c'est prouvé, il n'y a pas de meilleure réussite dans le privé. C'est à même origine sociale, on réussit de la même manière dans le public. Exactement. Ou alors, on choisit le privé pour se faire un beau carnet d'adresses, comme en allant dans un établissement du 6e arrondissement, super coté, où ne vont que des gens comme soi. Parce que c'est l'entre-soi. Et parfois, ce sont les mêmes personnes qui font de vibrants discours sur la République, qui mettent leurs enfants dans des endroits où ils ne vont pas rencontrer d'altérité. Et on doit réfléchir à ça. Moi, j'y réfléchis tout le temps. Et je me dis, mais qu'est-ce que je propose comme parcours à mes enfants? Qu'est-ce que je propose aussi aux enfants qui viennent à Radio France dans les ateliers? Je fais pas de pub, c'est plein tout le temps, mais il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que je dis quand je vais dans tel ou tel établissement? Qu'est-ce que ça a constitué pour moi comme expérience d'aller dans une école primaire très populaire et dans un collège beaucoup plus bourgeois, etc. Elles sont importantes, ces rencontres sociales. Elles se font, encore une fois, aussi avec les clubs de sport, tout ça. Mais c'est hyper important. Et donc, on ne peut pas chanter les louanges de la République et favoriser l'école privée qui, aujourd'hui, est plus une école de l'entre-soi encore qu'hier, et pas seulement à Paris, parce qu'on a aussi des chiffres là-dessus. Dans des régions, par exemple, dans l'Ouest, ce qui n'est pas qu'une seule région, dans l'Ouest où il y avait une tradition d'école privée très présente, en Bretagne, par exemple, c'est plus catholique, voilà. Là, on voit aussi que se renforce quand même un embourgeoisement de l'école privée. Vous vous dites, on met surtout ces enfants dans le privé parce qu'on est rassuré par le tri social qu'elle permet. Et je trouve que la question que devraient se poser les gens qui mettent leurs enfants dans le privé, c'est est-ce qu'ils ne sont pas en train d'éviter des classes populaires? Quelle est leur intention réelle? Pourquoi le mélange leur fait peur? Sachant que suivant son quartier, en plus, on ne va pas forcément avoir un mélange si ébouriffant. C'est quand même un vrai sujet et qui a des conséquences pour toute la société. En tout cas, si on doit se poser cette question du tri social, qu'il soit... qu'on le fasse soi-même ou que l'État le permette, c'est une problématique qui doit être abordée politiquement, pas forcément... Alors après, il y a des politiques publiques pour la mixité sociale qui sont plus ou moins efficaces et souvent assez contestées quand elles sont lancées. Mais évidemment, c'est d'abord à des politiques publiques de répondre, de rassurer sur à la fois la qualité de l'école publique, à la fois avec des chiffres, genre les enfants réussissent aussi bien dans l'école publique, et puis aussi en offrant une scolarité de qualité à tous. Alors, si on en revient aux idées reçues sur l'école, les idées fausses sur l'école, on peut revenir à cette réforme de Gabriel Attal qui est quand même passée, qui est celle des groupes de niveau. L'idée que quand on est dans une bonne classe, on avance plus vite. Est-ce que là encore, c'est aussi une idée reçue ? Ça dépend de la pédagogie du prof, mais oui, c'est une idée reçue. C'est-à-dire que si on arrive à... Alors, évidemment, l'hétérogénéité, ça a une limite. C'est pas chaque élève hyper différent les uns des autres. Mais en fait, déjà, pour les bons élèves, c'est pas très intéressant en termes de gains. Et pour les élèves plus faibles, par contre, ça a vraiment des conséquences. Parce qu'on se situe toujours dans l'idée qu'on aurait ces enfants, je sais pas, dans les bons élèves. Mais en fait, avoir une classe faible, si c'est l'effectif est par exemple le même que pour une classe normale, c'est pas du tout une bonne affaire en termes de niveau.
souvent les profs disent oui, il y a une tête de classe et ça peut entraîner les autres. Et puis il peut y avoir des manières de travailler ensemble. Moi, ça m'intéresse beaucoup de voir en fait comment cette réforme des groupes de niveau, elle a été assez massivement rejetée par le corps enseignant. Et François Dubé, qui étudie l'école depuis vraiment très 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 longtemps, des décennies, me disait que ça l'avait surpris au départ parce que dans les années 90, ça aurait peut-être plus plu aux profs. Mais maintenant, on se dit, en fait, ça vaut peut-être pas le coup et on a envie d'avoir des bons élèves et dans toutes les classes. En plus, ça dépend des disciplines. Et puis, de pouvoir aussi vivre avec l'idée que c'est pas fixe, qu'on reste pas dans son groupe. Après, Nicole Belloubet a décidé que c'était des groupes de besoin, même si le mot niveau traîne toujours, et qu'on allait pouvoir les aménager pas mal. Et j'aimerais qu'on termine sur, là encore, un débat qu'il y a, c'est le budget de l'éducation nationale. Donc il y a beaucoup d'autres clichés sur l'école qu'on n'a pas abordés. Et pour ça, encore une fois, il faut acheter le livre, vous allez vous donner des études, vous donner des chiffres. Mais cette histoire de budget, on oublie parfois la place que ça prend. C'est 180 milliards d'euros par an, près de 7% du PIB. La question, c'est est-ce qu'on n'investit pas trop ou mal, en tout cas, dans l'école publique, puisque ça coûte aussi cher et qu'il y a autant de gens qui s'en plaignent? C'est un investissement, vous l'avez dit. Donc, on a un retour sur investissement. Bien sûr qu'il faut que l'éducation, ça coûte du pognon, parce que c'est de l'argent bien utilisé, c'est jamais mal utilisé. On a besoin d'écoles. Enfin, c'est comme si on disait l'hôpital, machin, mais ces services publics sont tellement importants et on le sait, les profs sont pas particulièrement bien payés en France, ils sont même particulièrement pas très bien payés. Donc, on ne peut pas vraiment se permettre de faire d'économies sur l'école aujourd'hui. Au contraire, il faudrait mettre plus d'argent. Pour rappeler un petit peu à quoi ça sert, sur 1 000 € de prélèvement obligatoire, vous le rappelez dans le livre, en général, c'est-à-dire les cotisations et les impôts, il y a 90 € qui ont servi directement à financer l'enseignement. Et sur ces 90 €, il y a 24 € pour l'élémentaire et le primaire, 38 € pour le secondaire, 11 € pour le supérieur, 11 € pour les services comme les cantines, bibliothèques, résidences étudiantes, etc. Et en tout, la masse salariale représente 70% de ces dépenses. Donc l'école, ça coûte cher, mais c'est aussi nécessaire pour pouvoir avoir une école de qualité. Peut-être qu'on peut terminer sur ces, ces mots. On veut une meilleure qualité pour notre éducation. Donc, oui, l'argent, il faut le sortir, ouais. En tout cas, ça fait partie des nombreuses idées reçues et aussi des précisions que vous apportez dans ce livre. Donc, en finir avec les idées fausses sur l'école qu'on peut retrouver aux éditions de l'Atelier. Merci beaucoup, Louise Touré, d'avoir été avec nous sur le plateau de Blast. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo en entier. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous a inspiré cette réflexion sur l'école. Je vous rappelle qu'à Blast, nous sommes un média indépendant, que nous vivons grâce à vous, notre audience. Donc si vous le pouvez, comme toujours, soutenez-nous financièrement sur blast-info.fr et moi je vous dis à très bientôt.